Bonjour tout le monde et bienvenue à ODC TV. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'instabilité dans la région du Sahel et plus largement en Afrique et la perte d'influence de la Macronie, pour ne pas dire la France, car il s'agit de distinguer les deux, dans différentes régions d'Afrique. Donc pour en parler, nous avons un invité de marque que vous connaissez tous, Bernard Lugan. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté une deuxième fois notre invitation. Nous avons fait l'honneur et le plaisir d'être là avec nous. Le plaisir est partagé. Alors, première question. Peut-on faire un bref bilan en mettant en avant les facteurs à l'origine de la vague de coups d'État et d'instabilité que l'on voit et de guerres, de conflits? On parle du Soudan, la République centrafricaine, le Mali, le Burkina, le Niger, peut-être prochainement le Tchad. Alors, est-ce qu'il y a une cohérence globale à trouver là-dedans? Du côté français, il y a une cohérence globale qui est la disparition du vieux personnel diplomatique qui connaissait l'Afrique. Parce que jusque dans les années 70-80, il y avait encore les héritiers de la France d'outre-mer, etc., qui finissaient leur carrière et qui avaient eu le temps quand même de former quelques successeurs, ce qui fait que nous avions des gens qui connaissaient les Afriques, parce que l'Afrique n'existe pas, il faut parler des Afriques, qui connaissaient les Afriques. Et à partir des années, disons, 90-2000, de toutes autres équipes sont arrivées au pouvoir, qui sont des équipes sorties généralement de Sciences Po et de l'ENA, bon, c'est pas la même chose, même filiation, et qui avaient une vision non plus de terrain, mais qui avaient une vision idéologique, projetant leur prisme idéologique sur des réalités africaines. Alors ceci fait que ça ne s'est pas vu tout de suite, parce qu'il y a eu la force d'entraînement des anciennes habitudes, et il y a eu finalement la rupture. Et l'élément déclencheur, à mon avis, ça a été l'affaire de Libye. L'affaire de Libye parce que, avec l'affaire de Libye, la boîte de Pandore a été ouverte. Et tous les conflits successifs sont nés d'une manière directe ou indirecte, mais dans tous les cas avec un lien au sujet de ce qui s'est passé en Libye. Alors on pourra en revenir tout à l'heure, essayer de montrer comment. À cela s'est ajoutée une profonde méconnaissance des comportements que l'on doit avoir lorsqu'on approche le continent africain de la présidence française avec Emmanuel Macron. Disons que c'est encore plus catastrophique qu'à l'époque de François Hollande. Parce que François Hollande, certes, avait un certain nombre de tropismes négatifs, mais il avait tout de même un certain sens de l'État que n'a pas dans son expression le président actuel. Ce qui a heurté énormément de susceptibilité en Afrique. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, son comportement au Niger, lorsqu'il s'est moqué du président à propos de la panne électrique. Vous me direz que Sarkozy avait fait assez fort, lui aussi, de son côté, lorsqu'il avait fait son discours de Dakar. Mais disons, bon, tout a commencé, disons, dans ces périodes, dans ces décennies-là, avec des gens ou incompétents, ou arrogants, suffisants, et qui ont projeté soit leur prisme libéral dans le cadre de Sarkozy, soit leur prisme idéologique dans le cadre de mauvaise éducation. Et là, c'est ce qu'il y a de plus grave. Donc il y a cette mentalité start-up, avec toute la vulgarité qui va avec. Et... Je crois que vous avez bien résumé ça, mentalité start-up, par rapport... Quand vous voyez, par exemple, des diplomates à l'ancienne école, alors qui ne sont pas du tout des gens de bon bord, hein, mais c'était de grands diplomates. Quand vous voyez toute la diplomatie à l'époque de Mitterrand, des gens comme Roland Dumas. Roland Dumas est bon, tous les défauts qu'il peut avoir, mais c'est un grand diplomate. C'est un homme qui avait des usages, qui savait qu'avec un Roland Dumas, l'on n'aurait pas vu la déclaration totalement surréaliste du président Macron au moment du tremblement de terre au Maroc. Sur Twitter, quand même. Il faut voir la mentalité du gars. C'est-à-dire qu'il a fait une vidéo sur Twitter pour s'adresser directement aux Marocains. On a violé toutes les règles, tous les protocoles imaginables. Nous sommes loin de Talleyrand. On est d'accord. Même si Napoléon a dit un certain nombre de trucs sur Talleyrand. Oui, mais nous sommes loin de Talleyrand. Mais on est d'accord, on est loin de la classe de Talleyrand et du génie de Talleyrand. Et donc ça se prolonge, ce niveau diplomatique élevé qu'avait la France jusqu'à De Villepin, on dira là. N'oublions pas, et ceci est important, que jusque dans les années 20-30, le langage diplomatique était le français. Oui.
Et les usages diplomatiques étaient les usages qui avaient été dictés par la France. Pas dictés, mais inspirés par la France. Et là, il y a eu cette perte totale. Aujourd'hui, c'est totalement fini. Ça n'existe plus. Ça existera de moins en moins, puisque le président Macron a supprimé les grands centres de la diplomatie française, a supprimé l'école d'Orient, supprime ces formations qui étaient quand même d'excellence, où nous avions des diplomates qui parlaient les langues du pays, qui avaient étudié les langues du pays. C'est terminé. Maintenant, tout est interchangeable. Dans l'universalisme, tout est interchangeable. Tout à fait. La start-up peut être créée n'importe où. Donc, on ne tient pas compte de la tradition, on ne tient pas compte des religions, on ne tient pas compte des racines, on ne tient pas compte du bedrock, comme disent les anglo-saxons, de la roche en place. Non, tout est fragile, tout peut être reconstruit, tout peut être transplanté. Non, c'est un start-up. C'est le frivole qui prend le dossier sur le sérieux. Et d'ailleurs, il y a la chute qualitative du niveau diplomatique français due à ce changement d'élite, élite au sens littéral du terme, pas au sens profond du terme, mais également la dimension idéologique, parce que le déni du terrain dont vous parlez, c'est également le fait de nier l'existence des ethnies, des rivalités ethniques, des fractures ethniques dont vous parlez, que vous abordez dans quasiment tous vos livres, et qui donne lieu au fait à une incompréhension, parce qu'on a l'université française qui a été dominée par les communistes à un certain moment, et qui, par un mouvement d'inertie, continue d'entretenir cette négation de la réalité ethnique de plusieurs régions d'Afrique. Peut-on dire que par écho, et qu'il y a une dynamique de conséquences qui fait que la diplomatie, au fait, n'a plus de fondement universitaire pour comprendre l'Afrique? Oui, et moi j'irais même plus loin. Je dirais que nous sommes là dans la fin d'un processus que nous avons très bien connu en France dans les années 1895-1905, quand il y a eu la grande opposition, quand la question coloniale s'est posée, et qu'il y a eu la grande opposition entre les universalistes et les ethno-différentialistes. Parce que la colonisation s'est faite. Certes, ces deux courants sont partis dans la colonisation, mais avec deux a priori totalement différents. D'un côté, Jules Ferry et ses héritiers, jusqu'à Léon Blum, etc., parlaient d'une hiérarchie des civilisations, parlaient d'une hiérarchie des races et des civilisations. Et parlant d'une hiérarchie, il parlait de races supérieures et de races inférieures. Là, c'est la gauche. C'est la gauche. C'est l'idée de gauche. Et là, vous aviez la droite légitimiste en face, qui elle également est partie dans l'affaire coloniale. Mais en partant d'une autre idée, c'est la phrase de Lyautey, qui répondait à je ne sais plus quel ministre socialiste. Il dit, mais non, les Africains ne sont pas inférieurs, ils sont autres. L'ethno-différentialisme, autre. Alors quand on est autre, l'on ne peut pas appliquer les schémas universalistes, idéologiques, qui sont ceux des uns qu'on va appliquer aux autres. Autrement, là, c'est la colonisation dans l'acculturation, dans ce cas-là, de plus insupportable, dans la mesure où on veut changer l'homme. Jamais les Anglais n'ont fait ça. Les Anglais sont partis par pur impérialisme, par pur intérêt économique ou militaire, mais ils ont, du jour au lendemain, changé de politique. Quand leurs intérêts n'étaient plus présents, ils ont changé de politique. Tandis que, et là on en revient à la politique française en Afrique, tandis que la France donne l'indépendance, mais en étant présente par la coopération. Jamais les Britanniques n'ont parlé de coopération. Donc, coopération et développement, ça veut dire transmission de modèles qui sont les modèles des anciens colonisateurs. Ce fait qu'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de décolonisation, il y a l'acculturation qui continue. Et ça, c'est fondamental. Alors, pour le système français, je l'ai bien étudié dans mes publications. Prenons le politique. Parlons du juridique, Alors, au lendemain des indépendances, les personnels français qui s'occupaient de la coopération étaient les anciens personnels coloniaux, donc qui connaissaient bien l'Afrique. Et qui ont dit, voilà, ce sont des États artificiels qui sont créés, donc ces États artificiels sont créés, il faut tout mettre dans la création véritablement de l'État, au sens, j'allais dire, colbertien du terme, n'est-ce pas? Et pour cela, le parti unique n'est pas une mauvaise chose, parce que le parti unique, ce qu'on appelle le raccourci autoritaire, le parti unique va permettre d'engerber les forces de dissociation. Tandis que la démocratie va multiplier les forces de dissociation. Donc, les forces de dissociation, qui sont les forces ethniques, réelles, vont être engerbées
au sein du parti unique, effectivement, avec une inégalité, mais l'égalité n'existe pas dans la nature. Mais elles vont être engerbées à l'intérieur du parti unique. Ce qui fait que de 1960 à 1990, en Afrique francophone, car vous noterez que les problèmes se posent en Afrique francophone. Ne se posent pas. Bon. Et même en termes de dynamique économique, l'Afrique anglophone est beaucoup plus dynamique. Voilà. Donc, pendant 30 ans, de 1960 à 1990, toute la coopération française a été dans le sens du renforcement de l'État. Or, Mitterrand arrive au pouvoir, et Mitterrand connaissait l'Afrique, puisqu'il avait été ministre des Outre-mer, etc. Et Mitterrand va plaquer l'idéologie sur le réel, en disant, voilà, si l'Afrique ne s'est pas développée, si l'Afrique va mal, c'est parce qu'il n'y a pas de consensus, et c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie. Donc, on va renverser le problème. On va supprimer le parti unique, et on va au contraire laisser en place ou créer le multipartisme. Anarchie partout. Car le multipartisme a créé le fractionnement. Car le multipartisme a réveillé l'ethnisme, mais plus grave, parce que l'ethnisme n'est pas un facteur de division. L'ethnisme est un facteur de cohésion à l'intérieur de grands groupes sociaux. Mais elle va réveiller le tribalisme. Parce que l'ethnie englobe les tribus. Mais quand on arrive au niveau du tribalisme ou du clanisme, alors souvent c'est l'anarchie la plus totale. Exemple du Rwanda. Parce que le Rwanda, ça va réveiller non seulement l'opposition Hutu-Tutsi, mais va réveiller l'opposition inter-Hutu. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers d'Hutus qui ont été massacrés par d'autres Hutus. Mais oui, parce qu'il va y avoir l'opposition entre les Hutus du Nord, grosso modo, pour résumer, les Hutus du Nord et les Hutus du Sud. Les Hutus du Nord vont être au pouvoir, et les Hutus du Sud, pour prendre le pouvoir sur les Hutus du Nord, vont s'allier aux Tutsis. Donc, ceux que la presse, dans sa nullité d'analyse, a appelé les Hutus modérés. Non, le Hutu modéré, c'est le Hutu du Sud qui veut s'allier aux Tutsis pour renverser les Hutus du Nord. Je ne vois pas où est le modéré et où est l'extrémiste là-dedans. Donc, la démocratie va... alors, ça, on le retrouve complètement dans l'Afrique française. Donc, après le discours de la Baule, 1990, nous voyons immédiatement des conférences nationales se mettre en place et l'anarchie. Alors, le Zaïre, tous les pays d'Afrique francophone qui vont connaître des coups d'État militaires, etc. Et là, il y a véritablement le péché originel qui est commis à ce moment-là. D'accord, donc on a la dimension idéologique qui fait que la France va plaquer, pas uniquement, enfin globalement la France, mais pas uniquement, parce que même la Belgique, au Rwanda... Alors, le problème de la Belgique, c'est autre chose. C'est auparavant que ça s'est passé. Le problème de la Belgique, c'est au moment de l'indépendance. L'énorme responsabilité de la Belgique a très mal décolonisé. Très, très mal décolonisé. Parce que la Belgique a décolonisé le Congo, le Zaïre, dans la panique, alors qu'il n'y avait rien. Il y a eu une émeute à Léopoldville, mais c'est rien du tout par rapport aux émeutes qu'on a pu avoir dans l'Empire français. Mais les Belges ont paniqué. Ils ont paniqué, et alors qu'ils avaient pendant des années essayé de mettre des cadres fédéraux, et là c'était intelligent, ils ont paniqué, et sous la pression du bloc de l'Est et de l'opinion des pays de l'Est, ils ont remis le pouvoir à un jacobin, à Lumumba. Ce qui fait que Lumumba... Alors pourquoi Lumumba était-il jacobin? Parce que Lumumba appartenait à l'ethnie des Tétélas. Et l'ethnie des Tétélas est une ethnie qui avait été l'ethnie, associée à la colonisation belge. Ce sont les Tétélas qui donnaient les cadres, qui donnaient les soldats, qui donnaient... Ce qui fait que les Tétélas la Belgique avait essaimé les Tétélas dans toute la Belgique, dans tout le Congo. Donc, tous les autres partis politiques étaient des partis ethno-centrés et régionalement centrés, tandis que les Tétélas, qui, eux, étaient une ethnie relativement peu importante, étaient les seuls à avoir un maillage national. Donc, les Tétélas, donc Lumumba, a défendu l'idée du Congo unitaire, ce qui était une aberration complète. Ce qui fait que la Belgique a paniqué, a cédé devant celui qui criait le plus fort, c'était Lumumba, qui était soutenu par le bloc soviétique, qui était soutenu par ceux qu'on appelle les non-alignés, qui était soutenu par tout ce courant-là, et les Belges ont laissé le pouvoir. Et donc il y a eu la guerre immédiatement, parce que les forces périphériques, le Katanga, etc., ont refusé donc l'anarchie complète. Première erreur pour le Congo. Alors pour le Rwanda, les Belges... Pareil, c'était appuyé sur les Tutsis pour dominer les Hutus. Pour le Rwanda, les Belges... la guerre froide. Quand les Belges et l'Église catholique ont décidé de passer aux plus nombreux, c'est-à-dire aux Hutus,
C'est-à-dire trahir le pacte qui avait été signé, pacte moral qui avait été signé entre l'Église catholique, la Belgique et le Mwami, le Rwanda. C'est-à-dire, nous nous convertissons, nous, Tutsis, nous acceptons le pouvoir colonial, mais en échange, vous nous maintenez dans notre système de domination des Hutus. Oui. Jusqu'au lendemain de 1945, où quand l'idéologie de la démocratie chrétienne universelle prend le pouvoir, il faut passer aux plus nombreux. C'est pas moral qu'une minorité féodale tienne 90% de la population. Donc, l'Église catholique et la Belgique ont commencé à peu près une véritable subversion du pouvoir monarchique Tutsi. Et les Tutsis vont croire intelligents de réagir en s'appuyant sur le bloc de l'Est. Et les Tutsis vont dire, ah ben c'est comme ça, besoin de nous appuyer sur les soviétiques. Donc les féodaux, monarchistes, s'appuient sur les soviétiques. Ce qui fait que la démocratie chrétienne européenne, nous sommes en pleine guerre froide, veut dire, regardez, les Tutsis sont des pro-communistes. Et si le pouvoir est donné aux Tutsis, nous allons avoir des bases russes au centre de l'Afrique. Donc, il faut renverser la monarchie Tutsi. Donc, la monarchie Tutsi va être renversée par un coup d'État qui va être fait par l'Église catholique et par la démocratie chrétienne belge au nom de l'anticommunisme. C'est quand même extraordinaire. Alors, au départ, mouvement au nom de la démocratie. Et là-dessus vient s'ajouter le phénomène guerre froide. C'est vrai, je dis souvent, l'Afrique n'est pas indépendante depuis qu'elle est indépendante. L'Afrique commence à être indépendante depuis la fin des blocs. Parce qu'elle n'est plus obligée de jouer le jeu d'un camp ou d'un autre. Elle peut jouer son propre jeu maintenant, ce que nous voyons tous les jours. Donc, voilà, je veux dire, pour la Belgique. Oui, mais en fait, j'imagine que cette erreur n'est pas propre à la Belgique, parce que si on veut revenir aux facteurs d'instabilité, notamment dans la région du Sahel, on peut évoquer le fait que la France, dans sa conquête de ce qui va devenir le Mali, s'est appuyée dans un premier temps sur les Touaregs, pour conquérir le sud, Sangaï, etc., pour les lâcher après. Non. Et les abandonner dans un pays unitaire où les Touaregs vont se retrouver minoritaires. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. C'est pas passé comme ça. La France a commencé par combattre les Touaregs. Avec les Banu Sulayman, je crois. Avec les bombards. La situation était claire. La France arrive dans les années 1892-1896 dans un contexte de totale anarchie de la région. Nous sommes à la fin de l'expansion des grands royaumes Peuls, El Hadj Omar, etc. Et au même moment, comme il n'y a plus le grand royaume Bambara, qui a été dissous, qui a été détruit par l'expansionnisme des Peuls, d'El Hadj Omar et de ses successeurs, fait qu'il n'y a plus d'État noir sédentaire fort. Ce qui fait qu'il y a un grand vide et les Touaregs du nord s'abattent sur le fleuve Niger, s'abattent sur la région. Donc un double mouvement de prédation, Touareg au nord et mouvement des Peuls au centre et au sud. La France arrive là au milieu par le fleuve Niger et la France va combattre les uns et les autres. Et dans un premier temps, la France va combattre les Touaregs et va combattre les entités, entre guillemets, djihadisme. Mais le djihadisme est le cache-sexe de l'expansionnisme Peul à l'époque. Et la France va passer un pacte avec les Touaregs. Parce que la conquête Touareg va être la dernière conquête coloniale française. Les derniers Redzou Touareg se font dans les années 1923-1924. Donc, on ne peut pas dire que la France s'est appuyée sur les Touaregs. La France s'est appuyée sur les Chambas, qui sont des Arabes. Sur les Chambas, qui sont des Arabes sahariens, contre leurs ennemis héréditaires, qui sont les Touaregs. Parce que quand on voit l'épopée française, les Méharis, etc., ce sont des Chambas, ce ne sont pas les Touaregs. Les Touaregs vont être recrutés beaucoup plus tard dans l'armée française. Au départ, mais ils vont l'être quand même, vers la fin. Ils vont l'être. Ouais. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de l'indépendance, dans les années qui vont précéder l'indépendance, les Touaregs ont bien compris que cette indépendance va se faire contre eux, au profit des populations du Sud. Et les Touaregs vont intervenir auprès de De Gaulle en disant, écoutez, on ne peut pas, il faut nous séparer de ces pays, etc. Bon, ça ne se fait pas. Et la France va laisser l'indépendance à des pays qui sont totalement artificiels et qui vont regrouper dans les mêmes territoires à la fois les anciens prédateurs et les anciennes victimes. C'est exactement comme si vous prenez une grande cage, vous mettez les poules et les renards dans la même cage. Bon. La différence que les anciens prédateurs vont se retrouver minoritaires. Les anciens prédateurs sont minoritaires. Les victimes vont être majoritaires avec un État centralisé. Et comme vous avez la démocratie, donc la loi du nombre, qui l'emporte? Les plus nombreux. Ce qui fait que les moins nombreux vont se soulever. Première guerre Touareg, 1963. Et il y aura 6 guerres Touareg. Et aujourd'hui, nous avons la 7e, qui est la nouvelle guerre Touareg, parce que
Il y avait eu les Touaregs qui avaient cessé le combat avec le MNR et la CMA il y a quelques années. Et là, depuis 6 mois, ça y est, les Touaregs sont repartis dans le combat. Et hier, j'ai appris, par les nouvelles que j'ai reçues, Tombouctou est encerclé. La région de Ménaka, n'en parlons pas. L'armée malienne a subi défaite sur défaite. Wagner, c'est pas son terrain. Hein. Et dans le nord du Mali, les Touaregs également prennent les armes. Permettez-moi une question rapide. Est-ce que la France n'y est pas pour quelque chose par rapport à l'actuelle rébellion Touareg? Ça, je ne sais pas. Je crois... pour dire, voilà, vous avez voulu que nous partions, mais voilà ce qui se passe quand on part. Je ne sais pas. C'est peut-être une manière indirecte de rappeler... Il est peut-être... Ça serait vraiment... trop génial pour Macron. Ça serait trop subtil, à mon avis, pour prêter cette politique à ceux qui prétendent faire la politique française. Ça voudrait dire qu'ils auraient pris en compte les réalités ethniques qu'ils ont toujours niées depuis qu'ils sont au pouvoir. Non, il y a peut-être davantage peut-être une influence algérienne. Voyant l'anarchie au sud, peut-être que les Algériens auraient pu penser qu'un tampon Touareg pourrait peut-être... Ce qui serait une vue à court terme. D'éloigner un peu le chaos. Oui, mais ce qui serait une vue à court terme. Parce que si jamais les Touaregs l'emportent, les Touaregs vont se séparer des États du Sud. Oui. Et pour l'Algérie, c'est mortel. Parce que l'Algérie ne peut pas tolérer un État Touareg indépendant. Ce serait trop dangereux pour ses propres Touaregs. D'ailleurs, il y a beaucoup de Touaregs qui, dans leur fantasme cartographique de l'Azawad, englobent des régions mais totalement irréelles par rapport à leur réel... oui, bien sûr. Mais ça, les Algériens ne peuvent... Autant les Algériens ont toujours aidé les règlements de ces guerres Touaregs, ont toujours aidé les Touaregs, mais toujours sous contrôle, avec les rênes courtes, jamais jusqu'à l'indépendance. C'est pas possible. Pas possible. Pour eux, c'est vital, parce que, imaginons, l'essentiel des Touaregs vit en Algérie. La plus forte concentration numérique des Touaregs vit en Algérie. Donc, pour les Algériens, c'est jouer avec le feu. Oui, c'est pas possible. D'ailleurs, on parle de la France comme facteur d'instabilité en raison des facteurs qu'on a évoqués, mais qu'en est-il de l'Algérie? Parce qu'on parle également des accointances avec AQMI, avec... moi-même, j'avais reçu des témoignages comme quoi M. Marlborough, comme on le surnomme, Morchal Belmourchad, a été appuyé par les renseignements algériens et qu'il avait un droit de passage dans toutes les frontières du Niger grâce à l'appui algérien. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, non, parce qu'ils sont tous morts. Ils ont tous été tués par les Français. Parce que l'opération militaire française a quand même eu des résultats importants, parce que tous les émirs algériens sont morts. Or, alors ça c'est fondamental. Ça, c'est un point fondamental qu'il faut bien avoir à l'esprit. Jusqu'à la mort de Droukdel, d'El Para, etc., de tous ces chefs djihadistes algériens d'AQMI, AQMI était un mouvement califal. Et depuis la mort de ces émirs algériens, AQMI sur zone, je ne parle pas d'AQMI international, je parle d'AQMI sur zone, et c'est devenu un mouvement ethno-islamique, c'est-à-dire touarégo-islamique, avec une vision, non pas de califat, mais d'intérêt ethnique des Touaregs. Et cela, Paris ne l'a pas vu. Enfin, moi, je l'ai souvent expliqué, je dis attention, ce n'est plus du tout... La politique que la France avait contre Yaga Ghali, par exemple, doit changer. Parce que Yaga Ghali n'est plus la cause du problème, c'est peut-être la solution du problème. Pour le Nord, par exemple, la situation de la région des Trois Frontières est complètement différente. Et la région de Burkina Faso également différente. Moi, je parle du Nord Mali, de cette zone-là. Et donc, aujourd'hui, dans cette zone, les combats se déroulent entre soi-disant AQMI, c'est-à-dire les Touaregs, et l'État islamique. C'est là où se déroulent les combats les plus violents. Et c'est là où l'Algérie est inquiète. Parce qu'au nord de la région des Trois Frontières, on est quasiment sur la frontière algérienne. Et si les Touaregs sont battus par l'État islamique, c'est la frontière algérienne qui est touchée. Donc, il y a un jeu qui est compliqué. Moi, je ne sais pas ce que font les Algériens, je n'ai pas d'éléments. Mais logiquement, il n'est pas pensable que les Algériens ne regardent pas ça de très près. Oui, vu que ça les touche directement. Alors maintenant, revenons à la France. Alors, le point de départ de la déstabilisation, même si les facteurs sont profonds, ça demeure Nicolas Sarkozy avec l'intervention en Libye, qui va effectivement libérer des énergies, notamment Touareg, mais également Toubou, etc., qui étaient contenues. La réaction atomique. La réaction atomique. Tout à fait. Et puis, on a tout ce qu'on a eu, c'est-à-dire le Mali, etc., puis l'intervention française pour stopper les Touaregs.
Et puis on a Pour stopper une partie des Touaregs. au Mali en tout cas. Oui, au Mali, une partie. Parce qu'il y a une partie des Touaregs qui était sur le MNLA et la partie des Touaregs qui était avec Yageg Ghali. Parce que Yageg Ghali a monté son mouvement. Vous voulez que je développe ce point? C'est Oui, important. Bien sûr. Parce qu'il s'est passé, c'est que Yageg Ghali était le chef des précédents mouvements Touaregs. Et la dernière guerre Touareg, celle qui se termine en 2007-2008, se termine sous les auspices de la négociation algéro-libyenne. Et les Touaregs, certains Touaregs considèrent que Yageg Ghali les a trahis. Donc, les Touaregs qui considèrent que Yageg Ghali les a trahis partent en Libye. Et ils rentrent dans l'armée libyenne. Et Kadhafi, en fait, c'est une unité saharienne. Et quand ces Touaregs reviennent au Mali, juste avant la mort de Kadhafi, ils ont compris assez vite que Kadhafi était perdu, donc ils reviennent au Mali. Et là, c'est le MNLA. Ils vont déclencher l'insurrection Touareg. Et Yageg Ghali, tout naturellement, dit c'est moi le chef. Non, tu n'es pas. Ah bon? Eh bien, je crée un mouvement concurrent. Et il va prendre la carte islamiste. Il va créer son mouvement. Et c'est lui qui va foncer sur Tombouctou. Qui va foncer sur Bamako. Tombouctou et Bamako. Ouais. C'est qu'une partie des Touaregs. Et là, ensuite, l'armée française intervient, Serval, etc. Donc, dès le début, il y a, si vous voulez, une mauvaise analyse qui est faite par la France. Pas par les services français, pas par les militaires, qui le savent très bien, par les politiques. Parce que toutes les notes qui ont été transmises, toutes les notes d'analyse, etc., sont passées au panier. Au panier. D'accord. Au panier. Alors, par contre, à cette époque-là, on est en 2012, le Niger a été globalement épargné par cette révolte des Touaregs. Et d'ailleurs, vous l'expliquiez par le fait que ils avaient mis en place une configuration politique très intéressante où le Premier ministre était Touareg, où le président, voilà, ce qui permettait d'intégrer politiquement les Touaregs dans le jeu politique. Ils avaient fait un peu comme les Libanais. Oui, mais pourquoi ça finit par voler en éclats? Ça a volé en éclats tout simplement parce qu'il y a eu En fait, ça n'a pas volé en éclats au Niger, ça a volé en éclats par la contagion du conflit du Mali. D'accord. Et sur cette contagion du conflit du Mali est venu se greffer l'État islamique. Qui est, alors lui, est véritablement pour un califat régional. Alors que, à la fois, le mouvement des Peuls, AQMI, en fait, a deux cartes de fer au feu. Il a donc les Touaregs au nord, ethno-islamisme, et il a les Peuls au sud, ethno-islamisme aussi. Et il y a en plus de cela, donc à l'est, dans la région de Trois Frontières, un authentique mouvement islamiste qui, lui, nie l'existence des ethnies, ou veut les dépasser, ni l'existence des États, considérant que chaque État, c'est un affaiblissement de la Houma, et qu'il faut tout détruire pour créer le califat universel, etc. Donc, c'est une opposition mortelle. C'est une opposition mortelle entre les ethno-islamistes et les islamistes purs. Et doit-on ajouter à l'équation les Kanouris avec Boko Haram? Les Kanouris les Kanouris forment au Nigeria la masse de manœuvre de Boko Haram. Si vous voulez, là au Nigeria, alors, nous avons le Boko Haram a éclaté en deux au Nigeria. Il y a les héritiers du Boko Haram, mouvement canal historique, et la nouvelle branche qui, elle, s'est ralliée à l'État islamique. Et là, nous sommes dans une anarchie totale, avec un mouvement qui est excessivement dangereux, parce que si vous regardez une carte, vous voyez, le Cameroun a un doigt qui va vers le lac Tchad. Et cette région, on parle de la région des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Là, vous avez le Cameroun, vous avez le Nigeria, vous avez le Niger, vous avez le Tchad. Et chacun de ces États est lui-même la caisse de résonance ou l'éventail de conflits avec sa propre périphérie, au nord, à l'est et au sud. Donc vous avez une bombe à fragmentation potentielle là. Qui va exploser, qui ne peut qu'exploser, avec en plus la mèche qui va être allumée par le nord. La mèche va être allumée par le nord, par la Libye, avec les mouvements irrédentistes Toubou, qui sont soutenus par la Turquie. Alors, les Toubous, juste pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une population nomade de peau noire, contrairement aux Touaregs, qui est plutôt dans le sud-est libyen. Qui est dans le nord, qui vit dans le sud-est libyen, sud-ouest libyen, pardon, sud-est libyen, et dans le nord du Tchad. Et une petite partie au Niger, une toute petite partie au Niger. Et par contre, vous rappelez, là encore c'est important pour les auditeurs, que les Toubous ont une organisation beaucoup moins hiérarchique que les Touaregs, qui fait qu'elle est profondément instable en interne. Elle est plutôt basée sur des
clans et des oui, davantage que sur des tribus. C'est régional. Ouais. C'est régional. Vous avez les clans Toubou du Nord. Alors, il y a des alliances, des alliances, des conflits. Toute la guerre du Tchad des années 1980-1995, c'était une guerre inter-Toubou avec participation des Ahawa. Au Tchad, 85% de la population s'est trouvée prise en otage des luttes internes de 15% de la population du Nord. Donc c'est assez passionnant ce qui s'est passé. Donc, ce qui se passe là en ce moment avec ce qui peut se passer au Tchad, c'est le grand retour de la Turquie, l'ottomanisme. Parce que n'oublions pas que toute cette région de Libye était terre ottomane. Et nous avons des cartes tout à fait intéressantes des années 1898-1900, quand se font les grandes négociations qui vont précéder véritablement le partage. Je ne parle pas du partage théorique, je parle du partage physique sur le terrain. Et là, on dépaisse l'Empire ottoman. Mais l'Empire ottoman a des revendications. Et l'Empire ottoman demande que lui soit réservée une partie de l'Afrique qui va jusqu'au lac Tchad. Par Bilma. Parce que Bilma est là l'empire de Kanem, les Kanouris. Oui, on retombe sur votre question sur les Kanouris. Parce que traditionnellement, l'empire de Kanem était l'empire qui faisait le lien avec l'ottomanisme méditerranéen pour le grand commerce tchado-méditerranéen, qui passait par Bilma, Mourzouk, et qui remontait jusqu'à la Méditerranée. Et les Turcs avaient des garnisons. Mourzouk, des garnisons partout. Pour sécuriser les routes commerciales. Absolument. Et les Turcs, l'Empire ottoman, revendiquent une sorte de corridor, la Libye jusqu'au lac Tchad. Et bien aujourd'hui, ce corridor est en train d'être remis en place. Pas du côté de Benghazi, pas du côté de la Cyrénaïque, mais du côté de la Tripolitaine. Ouais. D'accord. Alors maintenant, donc, vous pronostiquez que le prochain sur la liste, en termes de potentiel d'instabilité, c'est le Tchad. Ah oui. En l'occurrence. Je parle de l'Afrique francophone. Oui, bien sûr. Oui, le Cameroun également. Le Cameroun est bien menacé. Le Cameroun est bien menacé avec un président qui est quand même très âgé. Il y a également là une garde présidentielle excessivement puissante, n'est-ce pas? Alors quel va être le jeu? En plus au Cameroun, il y a toute cette opposition entre le Nord et le Sud. Et puis le Nord, il est quand même, qui est musulman, il est minoritaire démographiquement. Ah oui, mais c'est pas le cas du Nigeria où c'est moitié-moitié à peu près. Mais ce sont des vieux empires guerriers. Hein. D'accord. Alors là, ce sont des peuls, mais qui n'ont pas intérêt à la déstabilisation. Là, ce sont les émirats peuls, ce sont les lamidos, les chefs. Ce n'est pas du tout le même courant que le courant des petits peuls révolutionnaires du Massina malien. Là, c'est la grande aristocratie peul, descendant des conquérants de l'époque des empires peuls du 18e, début du 19e, donc qui, eux, luttent contre les islamistes. Les islamistes les considèrent comme de mauvais musulmans et ils luttent contre les islamistes. Mais vous avez le problème des frontières. Vous avez le problème de Boko Haram. Vous avez le problème au sud. Au sud, vous avez quand même toute la zone anglophone qui est en quasi-rébellion contre la zone francophone. Et vous avez toute cette alternance. Vous avez la contagion de la Centrafrique. C'est un pays qui est menacé, le Cameroun, hein, très menacé. Le Tchad, lui... les problèmes du Tchad n'ont pas été réglés. Le problème du Tchad, il y a effectivement le problème nord-sud. Mais les combats principaux n'ont pas opposé les gens du Nord et les gens du Sud. La première phase, après l'indépendance, a opposé effectivement le Nord et le Sud. Mais le Sud a été battu rapidement. Ce qui fait que les combats ont opposé les nordistes entre eux. Je veux dire, 15% de la population... Ces 15% se sont battus entre eux et le reste a compté les coups. Spectateurs de deux minorités qui s'affrontent. Alors toute la question est de savoir aujourd'hui si les alliances qui avaient été faites à l'époque d'Idriss Déby sont encore licites. Quel va être le rôle de la contagion soudanaise? Parce que n'oublions pas que les rebelles des milices qui se battent contre l'armée du Soudan, ce sont les Janjaouids qui avaient mené la guerre contre les populations sédentaires au Soudan et qui menaient la guerre de Darfour, etc. Donc nous sommes là là encore des bombes à fragmentation de tous les côtés. Alors, de quel côté va peser, quels vont être les intérêts des uns et des autres, quelles vont être les alliances?
Que vont jouer les Arabes? Parce qu'il y a des tribus arabes au milieu. Minoritaires, mais qui ont un rôle stratégique. Les tribus guerrières, les tribus, les Ouled Slimane, et qui sont une partie sur la Libye, une partie sur le Tchad, une toute petite partie également sur le Niger. D'ailleurs, en parlant d'Arabes, juste une question rapidement, revenons au Niger. Alors, Bazoum est originaire d'une ethnie d'ascendance arabe. Ah, il est arabe. Alors, comment expliquer, dans un schéma d'ethnomathématiques, comme vous l'expliquez très bien, qu'il ait pu devenir président? Alors là, c'est une très bonne question. Il n'a pas de base ethnique. Non, c'est passé. Il y a eu un autre phénomène qui s'est passé. Et c'est pas le premier cas. Il s'est passé. Je vais tout passer l'exemple de la Guinée qui va vous expliquer cela. En Guinée, il y a deux grandes ethnies, les Malinké et les Peuls. Les Malinké étaient au pouvoir avec Sékou Touré. Et les Malinké ont véritablement, avec Sékou Touré, c'est une dictature atroce. Et les Malinké ont vraiment très très maltraité les Peuls. Après la mort de Sékou Touré, période d'instabilité. Et les Malinké se sont dit, il serait quand même pas mal de laisser passer un peu de temps avant que nous reprenions le pouvoir. Et il ne faut surtout pas que ce soit les Peuls qui le prennent. Et les Peuls avaient été tellement étrillés par les Malinké à l'époque de Sékou Touré qu'ils n'étaient pas prêts à prendre le pouvoir. Donc il va y avoir un accord tacite qui va être pris entre les ennemis, les deux pôles majoritaires, Peuls et Malinké, pour mettre au pouvoir le membre d'une ethnie minoritaire qui sera là comme fondé de pouvoir, un pouvoir intermédiaire, un Soso. Les Soso qui sont 10%. Et c'est là où ils mettent le général au pouvoir. Le général qui, lui, va s'installer pendant un moment. Donc, on va dire, comment se fait-il qu'un homme représentant 10% soit arrivé au pouvoir? Il n'y a pas d'ethnomathématiques. Donc, en fait, l'élection n'était pas une élection, alors. C'est-à-dire que. Non, mais. Ça a été truqué pour faire parvenir. Oui, voilà, sinon, les gens n'auraient pas voté voilà, pour. Il y a eu le fait que les deux ethnies principales se sont mises d'accord pour mettre un personnage. Que s'est-il passé au Niger? Issoufou, le président Issoufou, est majoritaire et a dans son parti présidentiel Bazoum. Bazoum ne représente rien, 1%, moins d'1%. Donc, il ne monte pas un parti politique. Il va être au sein du parti au pouvoir une sorte d'électron, comme à l'époque du parti unique. Il va exister à l'intérieur de ce qui est devenu le parti unique, le parti au pouvoir. Et il va être excessivement loyal à Issoufou. Et il n'a pas le choix en même temps, parce qu'il n'a pas d'alternative. Il n'a pas d'alternative. Et Issoufou, qui ne peut pas se représenter, va, par le biais du parti qui est devenu quasiment le parti unique, le parti au pouvoir, faire élire Bazoum, en disant de toute façon, je n'ai pas de danger avec lui. Alors Bazoum n'est pas seul, parce qu'il y a les Touaregs qui votent pour lui. Les Touaregs sont à peu près 11 ou 12%. Bon, les Toubous, quelques pourcents. Donc Bazoum a quand même au départ un bloc ethnique, disons, de 12%, en plus de ce 0,5%. Et donc il va arriver au pouvoir en tant que représentant du parti au pouvoir. Il va garder, comme on dit vulgairement, la place au chaud pour Issoufou. Et là-dessus, il va vouloir mener une politique personnelle de lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption, ça ne veut pas dire j'ai les mains blanches. Ça veut dire je voudrais qu'une autre équipe soit autour du gâteau. Voilà. Donc, il va écarter l'équipe des généraux qui étaient autour d'Issoufou et qui vont se mutiner contre lui. Voilà. Alors évidemment, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une lecture, j'allais dire, mathématique, au sens démonstration mathématique. Je dis toujours, en Afrique, l'ethnie n'explique pas tout, mais rien ne s'explique sans l'ethnie. Et ce n'est pas parce que vous avez une ethnie qui a 1% qu'elle ne sera pas au pouvoir. Parce qu'il y a d'autres éléments qui viennent jouer là-dessus. Ça, c'est fondamental. Alors, si vous avez une vision, comment dire, essentialiste, vous passez à côté de la réalité. Il faut non seulement avoir une vision essentialiste, mais la pondérer par l'analyse existentialiste. Tout à fait. Donc, il faut toujours avoir un dialogue avec le réel et les évolutions du réel. Alors maintenant, revenons à la Macronie. Alors, il y a deux manières de lire les choses. Alors, soit Macron est tombé au mauvais moment, c'est-à-dire que toutes les contradictions qui ont été enclenchées depuis Sarkozy, etc., ont atteint leur acmé à l'époque de Macron. Et que voilà, la perte de l'Afrique n'est pas imputable à Macron, mais c'est juste que ça coïncidait avec le mandat de Macron. Et puis l'autre explication, c'est ce qu'on avait commencé à élaborer tout à l'heure, cette vulgarité, ce manque de tact, ce manque de diplomatie. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs propres à la Macronie
qui pourrait être à l'origine de cette perte d'influence de plus en plus importante de la France dans cette région? Moi, je crois que la synthèse des deux donne la clé de compréhension. Effectivement, nous sommes à une époque où nous sommes en changement de paradigme. Le changement de paradigme est fondamental. Par exemple, le Maroc prend une place de plus en plus importante dans la géopolitique, à la fois géopolitique et économie de l'Afrique, de cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Il y a le retour de la Russie, il y a la Turquie, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a un effacement général de ce qu'on appelait l'Occident. Et il y a, au-dessus de cela, une sorte de rejet philosophique d'un certain nombre de modes venus d'Occident qui ne passent pas en Afrique. Donc, le wokisme, LGBTisme. Voilà, tout cela, si vous voulez, effectivement, c'est la toile de fond. Macron n'aurait pas été là. Ces phénomènes se seraient peut-être produits différemment, mais comme disaient les marxistes, les lignes de force étaient là. Hein. Bon. Et les contradictions allaient éclater. Là, je parle en langage marxiste, hein, pour moi qui suis maurassien. Mais des fois, ils n'ont pas tort. Tout à fait. Bon, moi, je suis benvillien, je dirais des constantes. Mais disons, voilà. Alors, à cela s'ajoute la dimension humaine. Car Macron a accumulé toutes les maladresses. Vous me direz que Sarkozy a fait déjà très fort avec le discours de Dakar. Mais au moins, il a un bilan relativement positif du point de vue des relations avec la Russie. Quand je passe Sarkozy, c'est quelqu'un qui a joué le rôle traditionnel de la France, qui est celui de la médiation dans le conflit en Géorgie. Il a mis fin au conflit. Tout à fait. Macron, c'est les bourdes tout azimut. Là, moi, je parlais de l'Afrique. Il est évident que pour la Géorgie, pour la Russie, Sarkozy a été parfait. Il était bien. Bon, alors Macron a tout accumulé. Ouais. Il a quand même réussi, ça il faut le faire, il a réussi à se fâcher à la fois avec l'Algérie et le Maroc. Parce que généralement, quand on se fâche avec l'Algérie, on est bien avec le Maroc, et vice-versa. C'est la politique traditionnelle depuis 30 ans. Là, il s'est mis tout le monde à dos. Au Liban. Oui, au Liban, son intervention au Liban. J'arrive, c'est moi, j'arrange tout. D'accord. Traverser la rue pour trouver du travail, ils m'ont dit. Bon, c'est bon. Cette suffisance du start-up. Et au Niger, quand il a ridiculisé le président en disant réparer la clim, il allait réparer l'électricité. Bon, là, il a tout. Alors le paradoxe. Vous allez dire que je manie le paradoxe, mais finalement, il y a une réussite de Macron en Afrique, une réussite. C'est avec le pire ennemi de la France, le Rwanda. Le Rwanda qui a insulté la France pendant des décennies, Kagame qui hait la France, et qui est en train de se noyer, Kagame. Parce qu'il a tellement poussé qu'il est lâché par tout le monde. Et au moment où il est lâché par tout le monde, la France se réconcilie avec lui. C'est quand même extraordinaire. Macron va réussir le coup de génie politique, d'aller au Congo, Kinshasa, qui est le principal pays francophone, et qui subit l'invasion, l'attaque permanente, le pillage du Rwanda, dans la région du Kivu, dans toute la partie est, et il va arriver dans ce pays, qui est en quasi-guerre contre eux, en expliquant que finalement, si le Congo, si l'armée congolaise prend une raclée, c'est de sa faute, c'est pas la faute du Rwanda. Non. Mais quelle maladresse! Je ne parlerai pas de la soirée dans la boîte de nuit. Mais toutes les maladresses. Alors, mais là, il y a une autre hypothèse. Alors, peut-être mon côté un peu paranoïaque. Imaginons que Macron ne soit pas aussi bête qu'il en a l'air. Ah, il n'est pas bête. Ça, on est d'accord. Mais l'intelligence peut être mise au service du mal, pas toujours au service du bien. Peut-être que toutes ces bourdes ne sont pas des bourdes, mais qu'il s'agit de sabotage conscient au profit, je sais pas, d'une oligarchie, enfin des États-Unis, de l'État profond, d'autres choses. Peut-être le gars est en train de s'aborder les intérêts de la France, volontairement, comme il l'a fait avec les privatisations, avec la vente d'entreprises françaises aux États-Unis qu'il a autorisées, etc. Peut-être que c'est dans le même logiciel. Peut-être tout simplement quelqu'un qui trahit les intérêts de la France. Je n'entrerai pas dans ce calcul parce que si vous voulez, je ne sonde pas les reins et les âmes.
Mais il y a un processus quand même. Je dis, quand il était ministre de l'économie, il a quand même autorisé la vente de fleurons de l'industrie française aux États-Unis, enfin comme disait Charles Maurras, une politique se juge à ses résultats. Alors effectivement, dans le domaine industriel, résultat, il vend les fleurons de l'industrie française aux multinationales. À l'époque où il était au ministère de l'économie, des finances. Ensuite, les échecs, résultat de ces deux quinquennats, la France n'existe plus au Sahel. La France a perdu l'essentiel de ses positions en Afrique. Et la France s'est mis à dos, j'allais dire, son plus vieil ami en Afrique, qui est le Maroc. Il ne reste plus qu'à se mettre à dos le Sénégal et la boucle sera bouclée. Sans parler du Proche-Orient, avec le Liban, avec la Syrie. Sans parler du Proche-Orient. Oui. Mais bon, voilà, je constate. Il faut le faire exprès, je veux dire, pour faire autant de bourdes. Oui. Peut-être. Bon, oui, voilà, ça relèverait de la haute trahison à ce moment-là. Mais bon, moi, je ne suis pas qualifié pour parler de cela. On verra. Alors maintenant, dernier point, le froid diplomatique avec le Maroc. Alors le Maroc a déjà connu des froids diplomatiques, notamment en 2015, etc. À l'époque, c'était la gauche. Parce que traditionnellement, quand la gauche est au pouvoir en France, ça va très mal avec le Maroc. Parce qu'il y a toujours cette pensée idéologique anachronique qui relève peut-être même d'un complexe freudien, c'est-à-dire que la gauche voit dans le Maroc ce qu'elle était avant, c'est-à-dire une monarchie, et qu'il y a le complexe qu'ils ont tué le père, c'est-à-dire Louis XVI, et que voilà, c'est une forme de miroir. Mais tout à fait. Mais quand la droite est au pouvoir, ça va bien. Mais là, avec Macron... On va voir ce que va dire Mélenchon la semaine prochaine. Ça va être drôle, effectivement. J'aurais aimé être là pour être un peu taquin, mais j'aurais pas le temps. Alors maintenant... Ce n'est ni la gauche ni la droite. Avec Macron, c'est quand même une forme d'oligarchie apatride nomade qui est au pouvoir. Comment expliquer les bourdes vis-à-vis du Maroc, de la part de Macron? Je ne parle même pas de la France. La France, c'est autre chose. Bon, la France, c'est un État avec une tradition, avec beaucoup de choses. Moi, je parle de la Macronie de Macron. Parce que c'est la start-up anglo-saxonne. On s'appelle par son prénom immédiatement, on se tape sur le dos et on va faire un jogging ensemble. C'est ça. Donc, Macron ne fait pas la différence entre le PDG d'une grosse boîte et le souverain d'une monarchie millénaire. Et voilà. Donc, pour lui, c'est la même chose. On tape dans le dos du roi d'Angleterre. On appelle Sa Majesté Bonjour Mohamed. Voilà, mais c'est l'aberration complète d'une méconnaissance. Vous parliez de la gauche, mais à l'époque des grands ministres de gauche de Mitterrand, des Roland, etc., ça ne serait pas passé. Ça ne serait pas passé. Parce qu'il y avait certes un froid, mais il y avait toujours de l'élégance. Il y avait un froid, mais il y avait de la retenue. Parce que là, il y a véritablement la manière dont le président Macron s'est adressé au Maroc au moment du tremblement de terre. Mais c'est une méconnaissance de tous les usages. Mais on devrait apprendre ça en première année. Non, c'est incompréhensible. D'ailleurs, vous savez très bien, mieux que moi, qu'on compare souvent la Ve République à une forme de monarchie élective. Parce qu'effectivement, c'est un pouvoir présidentiel fort, c'est une monarchie élective, et que quelque part, on est dans la continuité non assumée de la monarchie française. Peut-on dire de ce point de vue que peut-être Jacques Chirac a été le dernier monarque? Et qu'avec Sarkozy, on est entré dans un nouveau paradigme, où on a des gens qui ont une constitution trop grande pour eux, comme quelqu'un qui porte un costume qui n'est pas à sa taille. Et qui serait ridicule. Disons qu'avec tous les défauts qu'on peut reconnaître à Chirac, Chirac est un homme d'une autre génération. Oui, c'est le dernier monarque. D'abord, Chirac, comme Giscard d'Estaing, comme Mitterrand, étaient des gens qui avaient fait la guerre. Ils avaient fait la guerre, ou la guerre de 40, ou la guerre d'Algérie, mais ils avaient fait la guerre. Ils avaient porté l'uniforme, ils savaient ce que c'était que la vie en communauté, ils savaient ce que c'était... La mort et le danger de la mort. Ils savaient ce que c'était que la mort. Giscard a été blessé quand il était officier de cavalerie en 1944. Chirac a fait une guerre d'Algérie qui était tout à fait honorable. Il disait que c'était la période de sa vie où il était le plus heureux parce qu'il était au contact des hommes, etc. Arrivent derrière des gens qui sont d'une autre génération. Une génération qui n'a pas fait la guerre, bien sûr, qui n'a même pas fait son service militaire, qui n'ont comme expérience que l'expérience des bandes facultés, des diplômes
Et du tertiaire, des actions placées en bourse, et des actions placées en bourse. Et des gens qui ne sont plus en contact avec ce qui fait le tréfonds de la nation française. Ils ne connaissent pas le monde rural, ils ne connaissent pas le monde de la province, ils ne connaissent pas le monde de l'armée. Ils connaissent quoi? Ils connaissent le monde des startups. Et aussi bien Sarkozy d'ailleurs que Macron. Hollande, c'était un peu différent. Hollande est un peu différent. Bon, déjà Hollande, il est devenu président accidentellement. Je veux dire, c'était pas prévu, c'est par défaut. Oui, tout à fait. Voilà ce qu'on peut dire. Donc un personnel qui, dans le personnel actuel, je vois pas très bien qui peut relever tout ça, hein, parce qu'il faut tout reprendre à zéro. Quand vous pensez que Macron a détruit nos grands corps diplomatiques. Et puis déjà l'éducation, qu'il a passé de tout. Elle a été sabordée, oui, massacrée. Alors ça, l'éducation, ça remonte à plus loin que ça. La destruction de l'éducation française remonte à 1945, quand De Gaulle a fait un pacte avec les communistes. Staline lui a dit « Ok, nous ne faisons pas d'insurrection en France, mais en échange, il faut des ministères pour les communistes. Et il va donner aux communistes l'éducation nationale, les transports, etc. » Et c'est à partir de ce moment-là que le ver se met dans le fruit de l'éducation nationale et descente jusqu'au niveau où ça en est aujourd'hui. Ça remonte véritablement au lendemain de la guerre. Ça remonte à la libération. D'accord, mais on a la convergence de tous ces facteurs-là qui se retrouvent alors tout arrive. Alors bon, peut-être que le nœud gordien sera tranché, peut-être, comme diraient encore les marxistes, va-t-il y avoir un saut qualitatif brusque? Je ne sais pas. S'il n'y a pas un saut qualitatif brusque, ça va être un saut arrière brusque. Et à l'heure actuelle, avec l'alignement des pays d'Europe sur l'OTAN, sur les États-Unis, imaginons que la guerre en Ukraine ne se termine pas comme l'OTAN l'avait pensé. Que va-t-il se passer? Eh bien, peut-être ce qui s'est passé en Slovaquie hier, avec le parti le changement de conservateur. Regardez en Allemagne, les sondages donnent quand même 60% de la population contre le soutien à l'Ukraine. Même la Pologne s'est fâchée avec l'Ukraine. Faut le faire. La Pologne, c'est en train de... la leçon de, comment dirais-je, la force du réel. Et là, imaginons, je ne sais pas, moi, c'est pas mon domaine, mais imaginons, mais si vous avez une vision quand même géostratégique, imaginons que la Russie gagne la guerre, ce qui n'est pas impossible, parce que la Russie n'a pas engagé ses forces. Pas du tout, il n'a pas décrété l'économie de guerre encore, il n'y a pas de mobilisation générale. Non, et puis les 400 000 hommes russes, ils ne sont pas intervenus. Il y a quelques unités qui se battent, l'artillerie. Bon, imaginons que l'armée russe fasse une offensive. Et imaginons, je suis dans le si. Quelle va être la réaction des classes politiques européennes qui vont dire « Nous sommes dans la crise économique parce que nous nous sommes brouillés avec la Russie. Nous sommes ruinés parce que nous sommes à la remorque du dollar qui est lâché par le monde entier. Mais nous sommes les derniers à pouvoir permettre au dollar de survivre. Il va y avoir des révolutions en Europe. En Allemagne, la crise économique est là. On peut tout faire avec les Allemands, sauf toucher à leur confort. Et là, leur confort commence à être touché. Donc, d'où les réactions électorales. Voyez les sondages électoraux. Voyez les partis politiques qui jusque-là étaient des partis politiques maudits. Comme Alternative für Deutschland. Qui sont donnés à 25% des voix. Qui aurait dit cela il y a 2 ans? Qui aurait dit ça il y a 3 ans? Comme disait fort bien Dominique Vénère, comment dirais-je, l'inconnu dans l'histoire, le hasard dans l'histoire. Il y a l'élément qui fait que... Alors c'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir un saut créatif brusque. Tout est possible. Tout est possible. Comme disait quelqu'un, j'ai oublié le nom, quand je vois des Français sortir dans la rue, je ne m'inquiète pas. Par contre, quand je vois des Allemands sortir dans la rue, c'est pas très joli en général. Oui. Parce que les Français ont l'habitude, ils sortent dans la rue. Voilà, les Allemands en général, quand ils sortent, c'est une fois par siècle et ça se termine toujours mal. Oui, c'est pas bon. Bernard Lugan, merci infiniment pour votre générosité, pour votre temps. Merci. Et j'espère vous revoir très prochainement. Écoutez, à bientôt. À bientôt. Et vous êtes toujours le bienvenu au Maroc. Je rappelle que vous êtes né au Maroc. Oui, vous avez un lien très charnel avec le Maroc. Charnel. Et on remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis. On leur donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.